tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui puisque je voulais saluer une initiative DVD et Blu-ray française puisque l'éditeur Elephant Film a décidé d'inaugurer une nouvelle collection dédiée au cinéma d'horreur classique et plus spécialement dédiée aux films de la Universal. Donc cette collection s'appelle Cinéma Monster Club. Donc en fait cette collection consiste à ressusciter tout un catalogue des films de monstres de la Universal situés entre la fin des années 30 et le milieu des années 50. Et donc ils commencent leur collection avec 5 titres consacrés aux monstres de Frankenstein, donc à savoir le fils de Frankenstein, le spectre de Frankenstein, Frankenstein contre le loup-garou, la maison de Frankenstein et Denigo contre Frankenstein. Eh bien, il faut dire que c'était un super cadeau pour cette période d'Halloween et post-Halloween. Moi, je savais que les films étaient déjà sortis dans des coffrets Universal Legacy Collection il y a de ça plus de 10 ans, mais je rêvais que ces films sortent à l'unité car je les aime tous, même s'ils sont de qualité variable. Et donc, la collection commence avec le fils de Frankenstein, qui est en fait le troisième opus de la fameuse saga. Donc, il a été réalisé en 1939 par Roland V. Lee, un grand réalisateur à qui on doit un film sublime qui s'appelle Zoo in Budapest. Donc, en fait, ce film-là, si vous voulez, il inaugure le deuxième cycle des films de monstres de la Universal. À la base, Universal avait arrêté son cycle de monstres en 1936 parce que ça marchait beaucoup moins. Et puis surtout, la famille Lehamel, donc, qui était propriétaire du studio Universal, a dû revendre le studio. Donc c'était une petite période de dèche économique pour le studio. Et en plus de ça, la censure britannique se montrait de plus en plus féroce avec les films d'horreur. Mais en 1938, Dracula et Frankenstein, donc les originaux, étaient ressortis au cinéma en double programme et ça a cartonné. Et c'est ça qui a décidé les nouveaux patrons d'Universal de faire un nouvel opus de Frankenstein. Voilà, ce film est absolument splendide. Alors, on est là clairement dans une direction très différente des deux premiers, puisque Roland Veiley ne va pas du tout sur les traces de James Whale, qui avait fait les deux premiers. Donc là, on est plus dans une sorte de mélodrame avec le fils du docteur Frankenstein qui revient sur les traces, enfin dans le pays de son père, et il décide de redorer le blason familial en ressuscitant le monstre, en lui donnant à nouveau la vie. Et pour ça, il va être aidé par Igor, qui est un vieux bossu, qui en fait décide d'utiliser le monstre pour se venger de ceux qui l'avaient condamné quelques années plus tôt. Voilà, ce film est absolument somptueux. La photographie, tout en clair-obscur, tout en noir et blanc, presque expressionniste, comme vous le verrez, est absolument somptueuse. On a un casting magnifique. Basil Rathbone, le plus grand des Sherlock Holmes, joue le rôle du fils de Frankenstein. Boris Karloff retrouve le rôle du monstre pour la troisième et dernière fois. Bela Lugosi incarne Igor. Ouais, Bela Lugosi, le grand Dracula, intègre la série des Frankenstein et il va y rester pendant un petit moment. Et enfin, on a le professeur, enfin l'inspecteur Krog, pardon, qui est joué par Lionel Atwill, qui est un personnage avec un faux bras qui sera parodié par Mel Brooks dans Frankenstein Junior. Voilà. Alors, pour les petites anecdotes, ce film devait être tourné à la base en couleur, mais le maquillage conçu par Jack Pierce passait très mal en Technicolor, et donc il fut décidé de faire le film en noir et blanc. Mais vous verrez, on est vraiment dans cette époque, en 1939, où le cinéma doit être flamboyant, doit être grandiose. C'est quand même la période du magicien d'Oz. Donc, il faut que Frankenstein aussi soit grandiose et flamboyant. Donc, vous verrez, c'est un film qui est tout en démesure esthétique, avec des décors absolument gigantesques, des perspectives assez tordues, assez torturées. C'est un film absolument magnifique que je vous recommande. Voilà, donc Le Fils de Frankenstein, 1939. Le deuxième film de la collection, c'est Le Spectre de Frankenstein, qui a été réalisé en 1942 par Earl C. Kenton. Earl C. Kenton a une autre personnalité très intéressante, puisqu'on lui doit la version de L'île du Docteur Moreau de 1933, le classique avec Charles Laughton, donc c'est magnifique.
Et le spectre de Frankenstein est très différent du précédent. On n'est plus du tout dans cette idée de production grandiose, luxueuse. On est clairement dans une optique de film de série B, mais une série B extrêmement bien faite. C'est-à-dire on a une superbe distribution, encore et toujours, puisqu'on a Sir Cedric Hardwicke qui joue le rôle d'un autre fils de Frankenstein, en fait, donc Ludwig Frankenstein. Bela Lugosi revient dans le rôle d'Igor, et on a d'autres réguliers de la Universal comme Ralph Bellamy, Evelyn Ankers. Et dans le rôle du monstre, c'est Lon Chaney Jr. qui incarne cette fois la créature. Lon Chaney Jr. qu'on avait vu un an avant dans le rôle du Wolfman, donc le loup-garou. Et donc le spectre de Frankenstein, extrêmement classique. C'est pas un film qui renouvelle la thématique, mais si vous voulez voir un très beau film, une petite série B, vraiment très bien faite, très bien conçue, avec une belle photographie, des décors splendides, eh ben, vous ne perdrez pas votre temps. Si vous n'avez pas envie de voir un film comme Le Fils de Frankenstein, qui dure 1h40, qui est un film assez gros, assez large, eh ben là, vous allez voir un petit film d'1h10, bien emballé, mais que moi, personnellement, je trouve assez réjouissant. Donc le troisième film de la collection, c'est Frankenstein contre le loup-garou, ou alors là carrément Universal s'embarque du côté du crossover, puisque finalement les producteurs décident cette fois d'organiser la rencontre entre leurs deux monstres les plus rentables, Frankenstein et le loup-garou. Lon Chaney Jr. reprend son rôle de Wolfman. Il avait été question à un moment donné qu'il reprenne aussi le rôle du monstre de Frankenstein, mais bon, ils se sont rendus compte que ce serait un cauchemar en termes de logistique par rapport au maquillage, et donc le pauvre Jack Pierce n'aurait jamais pu à la fois switcher entre le loup-garou et Frankenstein, donc c'est tout simplement Bela Lugosi qui, euh, qui reprend le rôle du monstre. Et pour l'anecdote, Bela Lugosi avait refusé le rôle du monstre de Frankenstein en 1931. Ce qui a été une grosse erreur puisque Boris Karloff avait repris le rôle et est devenu une star du jour au lendemain. Pour la petite anecdote, vous verrez, pour les plus observateurs, que Bela Lugosi bouge la bouche pendant le film, mais aucun son n'en sort. C'est facile à expliquer. En fait, le monstre devait parler dans ce film. Le monstre devait parler et au dernier moment, les producteurs ont décidé que la voix de Lugosi n'irait pas du tout au monstre, donc ils ont tout simplement coupé son dialogue, ce qui est une décision absolument stupide, surtout quand vous voyez la fin du film précédent, le spectre de Frankenstein. Mais bon, c'est un film qui est très intéressant, Frankenstein contre le loup-garou, puisqu'il a été réalisé par Roy William Neill, qui est un réalisateur britannique à qui on doit beaucoup de Sherlock Holmes avec Basil Rathbone, justement. Et vous verrez qu'il y a des choses en termes de mouvement de caméra et de mise en scène que vous ne trouvez pas chez les autres cinéastes. Notamment, vous avez beaucoup de longs travelling, de longs plans séquences. Vous avez d'ailleurs un super plan séquence qui ouvre le film, un plan séquence dans un cimetière. C'est un truc assez dingue pour l'époque. Et vous avez beaucoup de contre-plongées, sûrement l'influence de Citizen Kane, mais on a beaucoup de contre-plongées sur le visage du loup-garou, et on a des transformations à l'image du visage du loup-garou, parce que dans le premier film, en général, on filmait soit sa main, soit ses jambes, et là, enfin, on voit le loup-garou se transformer en filmant son visage. Voilà. C'est peut-être moi un des films que j'aime le moins du cycle, parce que je le trouve un petit peu déséquilibré. C'est clairement plus une suite du Wolfman que de Frankenstein, et il faut attendre quand même le dernier tiers du film pour avoir le fameux affrontement entre les deux monstres. Voilà. Donc en 1944, Universal décide de faire le crossover ultime avec La Maison de Frankenstein, qui est le quatrième film de la collection, dans lequel non seulement vous avez le monstre de Frankenstein et le loup-garou, mais cette fois vous avez carrément Dracula, un savant fou et aussi un bossu. Donc cette fois, c'est Boris Karloff qui revient dans le rôle du docteur Niemann, donc un savant fou qui s'échappe de prison avec son ami bossu Daniel. Ils vont dans la contrée de Vassaria où a vécu le docteur Frankenstein. Et comme par hasard, ils retrouvent le loup-garou et le monstre de Frankenstein issus du film précédent.
Et il y a aussi Dracula dans le film, pour le coup, qui est joué par John Carradine, l'excellent John Carradine. Lon Chaney Jr. reprend son rôle de loup-garou, et cette fois le rôle du monstre de Frankenstein est joué par Glenn Strange, qui était un géant, voilà, qui reprendra le rôle encore 2 fois de suite. Alors celui-ci, moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les réunions de personnages comme ça, mais bon, Marvel a pas inventé le concept avec Avengers ou DC Comics avec Batman versus Superman, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces 5 monstres-là. L'intérêt du film, c'est surtout pour voir Boris Karloff revenir, cette fois dans le rôle d'un savant fou, c'est très sympa. Euh, c'est le film le plus court de la collection. Il doit faire 1h05, 1h10. C'est un film qui perd pas son temps. C'est un petit peu dommage car clairement le meilleur perso du film, c'est le loup-garou. Dracula, on le voit les 20 premières minutes du film et le monstre de Frankenstein, il reste attaché sur une table pendant presque tout le film. Euh, je préfère quand même La Maison de Dracula, qui est un film jumeau qui sera réalisé l'année suivante, qui est moins bon fondamentalement, mais que moi je préfère pour quelques idées thématiques un peu plus intéressantes. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est que même si ce film-là semble anecdotique en termes de scénario, je trouve que visuellement, ça reste quand même à tomber, quoi. Earl C. Kenton soigne toujours sa mise en scène, ses cadrages, le travail sur les ombres, la manière de filmer les monstres. Il y a toujours un truc, même sur le film le moins bon, il y a toujours un truc à gratter sur ce genre de film, et c'est ça que j'apprécie. Donc je vous le recommande aussi, même si c'est certainement un de ceux que je préfère le moins. Et enfin, on a Abbott et Costello meets Frankenstein, donc Denis Go contre Frankenstein, qui est un film que moi j'adore, qui est en fait une parodie du genre. En 1948, Abbott et Costello, c'était une sorte de duo comique, un petit peu les descendants de Laurel et Hardy, mais un petit peu moins talentueux, qui affrontent les monstres dans une série de films. Celui-là, c'est le premier, et c'est peut-être le meilleur, je trouve. Voilà, encore une fois, c'est une réunion de monstres, puisqu'on a Glenn Strange qui reprend son rôle de monstre de Frankenstein, Lon Chaney Jr. qui reprend le rôle de Larry Talbot, le loup-garou, et Bela Lugosi qui, enfin, depuis 1931, reprend le rôle de Dracula, mais dans une comédie. Mais c'est pas grave. Le film est très très sympa, c'est un film slapstick, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des gags un petit peu gentils, avec les monstres en plein milieu, voilà. Pour l'anecdote, c'est Walter Lanz, le créateur de Woody Woodpecker, qui a fait les effets spéciaux de transformation pour Dracula et toutes les scènes d'animation que vous pouvez voir dans le film. C'est un film que moi j'aime beaucoup, que je trouve plus réussi que les réunions de monstres dans les films sérieux. Je trouve qu'il y a beaucoup de charme, beaucoup de, comment vous dire, je reste nostalgique quand je vois ce film parce que je l'ai vu quand j'étais ado et je me suis toujours bien amusé en le regardant, et je trouve que les décors de ce film-là sont vraiment somptueux. Vous avez le château de Dracula qui est sur une espèce de petite île, et on a des plans comme ça, on voit la chauve-souris voler vers cette île, et on a des très beaux plans dans le laboratoire. Vraiment, il y a cette espèce de poésie gothique qui revient. Le fait que ce film soit une comédie et donc par définition ne se prenne pas au sérieux, ça lui offre, je trouve, une qualité supplémentaire aujourd'hui. Et je trouve qu'il a mieux vieilli que La Maison de Frankenstein ou La Maison de Dracula. Donc je vous recommande aussi très chaudement Abbott et Costello meets Frankenstein de Nigo contre Frankenstein. Les 5 films sortent tous en DVD à l'unité. Et en termes de bonus, on retrouve pas mal de choses. On a une présentation de chaque film par le grand Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet qu'on ne présente plus, cinéma de quartier, souvenez-vous. Jean-Pierre Dionnet qu'on retrouve également sur un bonus commun qui s'appelle Le mythe de Frankenstein, donc qui parle du personnage de Mary Shelley, on va dire, dans sa globalité et à travers l'histoire. On a les bandes annonces de tous les films de la collection, sauf du fils de Frankenstein, car c'est très difficile de trouver cette bande-annonce-là en bonne qualité. On a également des galeries photos, et on a aussi un très beau livret qui s'appelle Les monstres ne meurent jamais, qui a été concocté par Damien Aubel, le rédacteur en chef du magazine Transfuge. Moi, je voulais également vous parler surtout des 3 Blu-ray du fils de Frankenstein, de Denis Go contre Frankenstein et de Frankenstein rencontre le loup-garou. Moi, je me suis rué sur ces 3 titres qui sont en fait les plus prestigieux en termes visuels de la franchise.
Celui qui m'a surtout épaté, c'est Le Fils de Frankenstein, car j'ai jamais vu le film dans cette qualité-là, dans ces conditions-là. Vous voyez des choses dans les décors, le travail sur les ombres, le travail sur les arrière-plans, vous voyez la pluie qui tape sur les vitres, vous voyez les éclairs qui se dessinent dans le ciel. C'est absolument magnifique. Merci encore une fois à Elephant Film pour cette superbe collection. J'ai hâte d'être début 2016 pour voir les autres titres de la collection. Je crois qu'il va y avoir du Dracula, à mon avis. Je pense que c'est très important de soutenir cet éditeur et de soutenir cette initiative-là dans la mesure où les Frankenstein de la Universal sont des films ultra importants. Ils ont littéralement aidé à construire l'industrie hollywoodienne telle qu'elle est aujourd'hui, donc il ne faut surtout pas les snober. Donc moi, j'espère qu'en 2016, j'aurai l'occasion de vous chroniquer les autres titres de la collection Cinéma Monster Club. En attendant, je vous dis à très bientôt.